Voilà, comme annoncé tantôt, Ton Savoir ce soir s'intéresse au code du numérique. Mais avant de recevoir notre invité en plateau, je vous invite à suivre ce reportage. Un immense code, celui du numérique. Un paquet de 647 articles qui régissent le secteur du numérique, pose le contexte et fait évoluer le Bénin dans un cadre rassurant de l'utilisation du numérique. Un tel secteur, vous devez vous en douter, génère des intérêts, source potentielle de conflits et appelle tout court à être organisé. Et l'organisation, sous quelque forme que ce soit, se traduit par un cadre réglementaire et législatif. Il y a des principes fondamentaux sur lesquels ce code se fonde pour pouvoir apprêter le cyber-environnement, le cyberespace qui est cet espace dématérialisé et sans frontières. C'est pourquoi cette rencontre se veut donc la première activité de vulgarisation du code du numérique à travers le cadre réglementaire pour mieux appréhender son impact et les changements sur l'usage et l'outil numérique. C'est un document qui va nous permettre d'avancer dans différents domaines, que ce soit la dématérialisation, que ce soit le e-commerce, que ce soit la cybersécurité, et donc nous permettre d'évoluer dans un cadre qui, même si rien n'est jamais parfait, qui est suffisamment complet pour garantir une évolution du numérique, une maturité du numérique, un progrès de la maturité du numérique au Bénin qui est nécessaire pour notre développement. Ce que j'espère que nous allons voir aujourd'hui à travers les différents ateliers, c'est réellement comment parler de ce texte, comment diffuser les messages, comment utiliser ce texte de manière à ce que cette transformation que nous appelons de nos voeux se fasse dans les meilleures conditions pour le secteur du numérique, mais en fait pour l'ensemble des secteurs de notre vie et de nos activités. Avec le code du numérique, c'est la transformation de la société qui va inclure cette nouvelle composante dont l'impact est indéniable. Ce code a toujours été une source d'inspiration, une source de discussion diverses autour, je vais dire, de notre politique et de notre stratégie sectorielle. Ce code du numérique est important parce que cela hisse notre pays au rang de ces pays où la question de la prédictabilité du secteur ne se pose plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout investisseur, toute entité ou structure qui a envie de venir embrasser l'un des secteurs de l'économie numérique, aussi bien dans le domaine des communications électroniques que dans le domaine, disons, des services innovants, eh bien, toutes ces structures, toutes ces entités savent à quoi s'en tenir. L'ambition est donc de porter loin le code du numérique. Un engagement pris pour réduire les risques liés à l'utilisation du numérique au niveau de chaque citoyen. Mieux, le code entend instaurer un climat de confiance autour des usages du numérique. Voilà, retour en plateau avec notre invité, Rodolphe Adjaïgbe. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes chercheur en droit du numérique. Tout à fait. Ma première question déjà, c'est de savoir si pour vous, vous avez l'impression que ce climat de confiance règne véritablement avec ce nouveau code du numérique. Pour moi, en tant que chercheur, bien sûr, oui. De ce point de vue, il y a déjà une comparaison qui a été faite lorsqu'il faut prendre le cadre législatif actuellement en vigueur au Bénin et dans d'autres pays de la sous-région, qu'on prenne la région CEDEAO ou qu'on prenne l'Union africaine en entier. D'accord. Voilà. Alors, pour vous, est-ce une avancée pour le secteur quand on parle de transformation digitale, que gagne le secteur justement avec ce code du numérique? Une avancée notable, dans la mesure où, avec ce code, il y a désormais la prévisibilité, il y a la sécurité juridique et il y a la stabilité dans les relations d'affaires qui sont pas derrière ce code. Est-ce qu'on peut dire alors que ce code est un atout pour la promotion des TIC? Un atout pour la promotion des TIC, déjà en ce sens que
Le code consacre en tout un livre entier aux prestataires de services de confiance. Et les prestataires de services de confiance, c'est des milliers d'emplois. Alors ça appelle, par exemple, de ces jeunes ou de ces entrepreneurs qui vont s'installer et offrir des services de prestation tels que l'horodatage, tels que la signature électronique, le cachet électronique ou l'authentification de sites Internet. Et donc, c'est un véritable atout pour la promotion des TIC. Lorsque vous y avancez, vous savez à quoi vous en tenir et le régime juridique est assez clair. C'est la liberté d'entrée. D'accord. Quand on parle justement de promotion des TIC, on est dans les usages du numérique, on est dans l'entrepreneuriat au niveau du numérique. Est-ce qu'on peut dire que tous les différents secteurs d'activité justement au niveau du numérique ont été impactés par ce code-là? Ce code, il est entier. Il prend en charge au jour d'aujourd'hui tout ce que recèle le numérique. Et il a également laissé d'ouverture. Et si éventuellement, dans les jours à venir, je veux dire dès l'an 2020, lorsque nous avons des avancées technologiques, pas de simples règlements, de simples décrets, on peut rajouter des briques qui manquent en ce moment-là. D'accord, mais depuis que justement ce code a été promulgué jusqu'à l'heure où on parle, est-ce que vous avez l'impression que véritablement on comprend ce code, on sait à quoi il sert et on peut s'y tenir vraiment? Oui, là c'est un véritable problème pour tout juriste, c'est nemo sensetur ignorare legem, nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous avons commencé par adopter une culture de vulgarisation, de diffusion de nos tests juridiques, de sorte que aujourd'hui, quand vous regardez, ne serait-ce que le cyberespace, lorsque vous regardez les réseaux sociaux, vous avez l'impression que le code il n'est pas assez connu des usagers. Non seulement le code sanctionne les côtés pervers, le code protège les usagers et crée également la confiance en l'utilisation du numérique. Justement, certains vous parleraient de restriction de liberté aujourd'hui avec ce code. Est-ce que vous, en tant que juriste, vous avez cette impression-là? La liberté est fondamentale, elle est d'ordre constitutionnel. Si le juge constitutionnel en est arrivé à déclarer le code conforme à la Constitution, madame la journaliste, c'est que les libertés ne sont pas restreintes. D'accord, donc pour vous, pas de problème du côté de la liberté. Mais justement, quel usage on peut faire de ce code-là pour pouvoir véritablement promouvoir son entreprise dans le numérique? Déjà, pour promouvoir son entreprise dans le numérique, vous avez un livre consacré au e-commerce qui vous encadre, qui vous donne les précisions sur comment faire du commerce électroniquement sans forcément se déplacer. C'était un sous-secteur qui est très peu développé avant l'avènement de ce code. Mais avec le code, nous constatons de plus en plus de grandes surfaces et de petites et moyennes entreprises béninoises présentes aujourd'hui sur le net. Ok, je pense que c'est le moment de repréciser un peu le contenu de ce code-là. Quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce code justement? Le code aborde un certain nombre de thématiques en 7 livres et en 647 articles. Et les 7 livres sont précédés d'un livre préliminaire qui est consacré aux définitions et puis à l'objet du code. Lorsque vous prenez les thématiques comme les communications électroniques, le code en a traité. Les outils électroniques, je veux citer cachet électronique, signature électronique, c'est traité dans le code du numérique. Lorsque vous abordez les questions de protection de données à caractère personnel, j'entends pas données à caractère personnel, toute chose qui permet de vous identifier, ça peut être votre voix, votre photo, vos données biométriques, etc. D'accord. Le code traite également, principalement aussi, parce que ça c'était un grand vide où le Bénin était blacklisté, ça traite de la question de cybersécurité et de cybercriminalité et des questions de cryptologie, c'est-à-dire les chiffrements. C'est vrai qu'avant, on n'avait pas de loi spécifique qui facilite justement le travail à la police. Aujourd'hui, avec les tests tels qu'ils sont, on peut dire qu'on devrait se sentir en sécurité quand on est sur Internet ou qu'on est dans le numérique. Oui, on se sent en sécurité. Non seulement c'est réglementé, il y a également les institutions aujourd'hui mises en place qui fonctionnent.
Vous avez l'OCRC, l'Office central de la répression de la cybercriminalité, qui existait déjà et qui a peut-être été mais renforcé, qui on a espère. été renforcée du point de vue de sa compétence. Et non seulement elle est basée à Cotonou, mais elle a une compétence nationale et traque sérieusement les cyberdélinquants. Vous avez l'Agence nationale l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est également là, qui recèle en son sein la Commission nationale de cryptologie. Et c'est une agence qui est dédiée à aider les entreprises, aussi bien du public que du privé, à régler les questions de vulnérabilité. D'accord. Alors, pour d'aucuns, le code a mis comment dirais-je, la charrue avant les bœufs, et pour d'autres, le code a anticipé, puisqu'aujourd'hui, quand vous parlez de signature électronique, il y a un certain nombre de termes et de terminologies qu'on voit dans le code que beaucoup ne comprennent pas, puisque ce n'est pas encore dans nos usages. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, tout à fait. Comprenez qu'avec le code du numérique, c'est l'ensemble de nos pratiques dans le monde physique qui s'est transposé simplement dans le monde numérique. Je signe manuellement. Aujourd'hui, à base donc d'outils électroniques, je peux signer. C'est du pareil. D'accord. Et quand on parle de promotion des TIC, cela passe aussi par une e-administration. Est-ce qu'aujourd'hui, cette e-administration est véritablement mise en place déjà? Elle est en cours et elle va se construire davantage. Et au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui sont dans les dispositifs de paiement, je vais citer le Trésor, je vais citer les impôts, eux, ils le remarquent déjà. Et quand je prends les banques également font beaucoup d'avancées, beaucoup d'efforts. Et nous, usagers, à part les désagréments du genre, ils n'ont pas la connexion au beau-fils, ça c'est tout un autre débat. Oui, c'est clair. Voilà. Nous constatons déjà qu'il y a une interconnexion qui nous permet de ne plus nous promener d'agence en agence. C'est quand même assez d'avancée. Le data center qui est également en train d'être mis en place, surtout dans le cas du Smart Gouffre, et lorsque tout sera finalisé, c'est en ce moment qu'on verra un usage assez avancé et acceptable donc du numérique au niveau du public. D'accord. Et lorsque vous prenez le document de politique sectorielle, ces projets sont prévus sur l'horizon 2016-2021. Donc nous pouvons dire que ça se construit sûrement. Petit à petit. Les agendas ne sont pas encore décalés. En 2021, on va aviser. Les agendas ne sont pas encore décalés. On viendra refaire le point. La fibre, le maillage, elle est assez avancée et nous devons noter déjà une certaine fluidité dans la connexion. D'accord. Mais bon, pendant longtemps, au Bénin, on n'avait pas véritablement de juristes spécialistes du numérique. Aujourd'hui, vous êtes chercheur, justement, chercheur en droit du numérique. Est-ce qu'on peut dire que nos juristes maîtrisent cet arsenal juridique-là, de sorte à ce que quand on a des soucis, on peut avoir quelqu'un en face pour nous aider à désamorcer la situation? Il est vrai que nous ne sommes pas nombreux. Ce n'est pas un problème spécifique au Bénin. Lorsque nous nous retrouvons dans les instances au niveau sous-régional, vous constatez que le problème se pose, que ce soit au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Togo. D'abord, c'est un langage assez rébarbatif. Il faut comprendre ce que le technicien veut dire avant de pouvoir le mettre dans une forme on est dans l'interprétation. Non, avant de le mettre dans une forme juridique. Donc, le langage n'étant pas toujours accessible aux juristes sortis des facultés classiques, il est difficile pour nous, généralement, d'aborder le sujet. D'accord, je ne sais pas si on a 30 secondes. Pour vous, quelles sont les conditions indispensables à ce que véritablement ce code puisse permettre une meilleure transformation digitale ici au Bénin? En 30 secondes, est-ce que c'est possible? Une meilleure transformation digitale au Bénin, il faut continuer de vulgariser le code. Et pour que les Béninois l'intègrent dans leur quotidien. Dans leurs habitudes. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour la rubrique Autant savoir. Comme je vous le disais, on recevait donc Rodolphe Adjaïgbé, il est chercheur en droit du numérique.